Je profite de l'occasion pour vous remercier. Vous pouvez constater que l'Assemblée est assez fournie ce soir. Et je pense que vous avez eu raison. Le thème est hautement d'actualité et relativement sensible. Donc je vous remercie doublement pour votre présence ici ce soir. Un petit déroulé sur la conférence. Donc, M. Védrine, que je présenterai tout à l'heure en introduction de cette conférence, va dérouler un petit exposé de quelques minutes. Et surtout, ce que nous attendons de votre part, c'est un échange. Donc, n'hésitez pas à d'ores et déjà commencer à préparer vos interventions sur ces thèmes-là. Puisque la majeure partie de cette conférence sera articulée sur une partie débat, questions-réponses, auquel Olivier Védrine se fera une joie de répondre et d'apporter toute sa compétence et son expertise. J'ai la faiblesse de croire que l'Assemblée est déjà pas mal au courant de l'existence de la Maison de l'Europe, mais vous avez raison, on n'est jamais trop prudent pour vous rappeler que la Maison de l'Europe est une association qui existe depuis bientôt 60 ans, hein, puisque nous allons fêter en 2026 les 60 ans d'existence de la Maison de l'Europe, qui est un organisme associatif, mais ça vous le saviez, qui dispense des cours de langue. Historiquement, c'est l'activité principale de la Maison de l'Europe, mais au cours de ces bientôt 60 années, nous avons étoffé un petit peu notre offre de services et nos activités. Et ce soir, vous avez l'exemple même d'un pilier de la Maison de l'Europe, qui est l'organisation de conférences pour un petit peu vulgariser les politiques européennes et rendre accessible à tout un chacun les fonctionnements, les objectifs, les attentes et les moyens mis à disposition des citoyens européens par l'Union et la Commission européenne. Voilà. Alors, donc bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. J'en parlais peut-être dans la... Bienvenue donc d'abord chez vous. Hein, il n'y a pas plus ouvert que la mairie. La mairie, c'est la maison du peuple. Et ce soir, elle est vraiment dans un de ses rôles fondamentaux qui est le débat. Et donc moi, je suis très heureux d'accueillir Olivier Védrine. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et peut-être pour vous, et je veux saluer aussi la Maison de l'Europe. La Maison de l'Europe, c'est elle qui, patiemment, quels que soient les vents, quels que soient les courants, porte la parole de l'Europe. Et ce soir, je vais me situer. Je vais faire quelques mots qui ne seront pas protocolaires. Moi, dans mes convictions politiques, dans ce qui m'a fait basculer dans l'action publique, il y a la conviction européenne. Je me considère comme un militant pro-européen et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut mettre l'Europe parmi les enjeux principaux. Plus que jamais, l'Europe est utile et je suis sûr que vous sortirez ce soir avec cette conviction absolument renforcée. Donc, pourquoi? C'est très simple. Olivier Védrine va le dire 10 fois mieux que moi, mais il faut aujourd'hui qu'on monte notre culture générale sur ce qui se passe au niveau géopolitique autour de nous. Il faut qu'on monte notre culture générale, parce qu'autrement, on sera angoissé de temps en temps trop, on ne comprendra pas. Donc il faut investir vraiment sur ce qui est en train de se passer. Et on voit bien ce qui est en train de se passer avec l'émergence de ces empires que sont les États-Unis, la Chine, la Russie et puis d'autres empires émergents. Et s'il y a une chose qui est claire pour moi en tant que militant politique, c'est que l'Europe est absolument nécessaire. Et que tous les gens qui nous racontent au contraire qu'il faut revenir à la France éternelle ou à la nation souveraine, sont aujourd'hui vraiment nous racontent quelque chose qui
qui est absolument à contre-courant de ce qu'il faut faire. Et voilà, je voulais vous dire cette passion-là. Et donc la notion de défense pour l'Europe, cher Monsieur Védrine, si vous arrivez avec un propos, moi j'étais au Congrès des maires, et comme tous les maires de France, j'ai pris par la figure le chef d'état-major. Ah non, mais ça fait drôle, je peux vous dire. On n'était pas là pour... en général, on discute du partage des ressources de l'État entre les collectivités locales et l'État, etc. Donc on siffle le Premier ministre, on applaudit. Tout d'un coup, un chef d'état-major qui vient vous voir, dit « Attention, il va falloir qu'on se remobilise, il va falloir qu'on sache ce que ça veut dire que perdre ses enfants. » Je vous assure, il y avait un silence glacial. Et je pense que c'est vraiment donc le moment, comme je vous le dis, d'ouvrir les yeux, à nouveau de lire, d'écouter sur le contexte géopolitique qui est le nôtre et comment il pourrait s'accélérer. Est-ce que oui ou non on vit une époque tragique? Est-ce que oui ou non on est en 1938? Ça, c'est quand même une question qui est absolument centrale. Alors, il faut la prendre de manière rationnelle, avec ce qu'on dit l'histoire, avec ce qu'on dit un peu tout ce qu'on peut rassembler comme information, mais il faut la prendre les yeux ouverts. Dernière chose, je veux m'expliquer là-dessus, parce que je sens que c'est un peu le cœur du sujet. Il y a un très bon écrivain libanais qui s'appelait Amin Malouf, je crois, ouais, qui a écrit un livre magnifique que je vous recommande, qui s'appelle « Identité meurtrière ». Et qui dit, c'est simple, à chaque fois que vous vous réclamerez d'une identité exclusive, vous êtes sur le chemin de la violence. Et nous, Libanais, on peut vous en parler vraiment de manière très claire. Et donc, il faut qu'on apprenne, voyez, dans quelle défense pour l'Europe, il faut qu'on arrête de poser le drapeau bleu, blanc, rouge avec le drapeau étoilé. Il faut qu'on soit à la fois à l'aise dans notre identité française et à l'aise dans notre identité européenne. Et qu'on apprenne à faire coordonner ça. À chaque fois qu'on les opposera, qu'on mettra de l'exclusif de l'une par rapport à l'autre, on peut être sûr qu'on est à contre-courant. Voilà pourquoi aujourd'hui la réunion de ce soir est importante. Et voilà pourquoi je suis heureux de vous voir nombreux. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Très bien, merci Monsieur le maire de cette introduction qui place de suite le débat sur un niveau solennel. Eh bien, on va pouvoir attaquer maintenant le thème essentiel de cette conférence en expliquant ou en essayant de trouver quelle défense pour l'Europe avec le concours d'Olivier Védrine. Alors Olivier Védrine, vous l'avez écrit sur l'écran pour définir un petit peu sa présentation et sa personnalité. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience en matière de relations géopolitiques et notamment européennes, puisque membre de l'école, membre de l'Institut des hautes écoles de défense nationale, administrateur de l'association Jean Monnet, professeur, journaliste qui vous expliquera qu'il est intervenu dans les universités russes, les universités ukrainiennes qui sont au cœur justement du débat de ce soir. Donc, mon cher Olivier, on va vous passer dans un instant la parole pour attaquer cette thématique que l'on pourrait tout d'abord identifier quelle défense pour l'Europe en recherchant à connaître de quelles menaces et à quelles menaces doit-elle faire face qui pèsent un petit peu sur l'Europe. On a vu que effectivement il y a eu quelques exemples d'ingérence, que ce soit des cyberattaques, des vols de drones un petit peu suspicieux sur des sites sensibles ici en France. Donc nous aimerions que vous nous expliquiez un petit peu comment se défaire de cela. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-Dionis de ces jours, c'est que au sein de l'Europe, les frontières n'existent plus quand il s'agit un petit peu de se rassembler et
et d'offrir une défense unie. Bon, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ici à Agen, une ville que je ne connaissais pas. Voilà. Et cet après-midi, j'ai eu la chance d'avoir un guide qui m'a présenté votre ville au niveau historique. Et quelqu'un de l'académie, oui, tout à fait. Et vraiment, une ville avec beaucoup d'histoire architecturale, histoire architecturale intéressante, du gallo-romain, mais même une époque gauloise là-haut, avec après gallo-romaine et puis Moyen-Âge florissant. Non, très intéressant. Donc j'ai découvert votre ville. Je connaissais déjà votre gastronomie. Voilà. Bon, voilà, on va remettre ça ce soir. Et donc, je vous remercie beaucoup. Moi, je viens d'Auvergne. Je viens d'Auvergne. J'ai passé une partie de mon enfance aux États-Unis, au Canada. Et j'ai passé une partie de ma vie un petit peu en Russie et 10 ans en Ukraine. Donc, j'ai voyagé, alors pour l'Europe, j'ai voyagé dans toute l'Europe de l'Ouest, pratiquement. J'ai voyagé en Russie, j'ai voyagé dans le Caucase et bien sûr en Ukraine. Quand je parle de la Russie occidentale, mais aussi j'ai enseigné en Sibérie, à Omsk. Donc je connais je dirais les deux protagonistes. Donc j'ai vécu 10 ans à Kiev. Quand je suis arrivé en 2012, c'était pour ouvrir une université, une école de commerce. Malheureusement, j'étais confronté à la corruption. Je n'ai pas pu ouvrir mon école de commerce. Et comme j'étais conférencier pour la Commission européenne à l'époque, j'avais donné beaucoup d'interventions dans les différentes universités ukrainiennes. Je commençais déjà à passer dans les médias. Donc quand la révolution de Maïdan est arrivée, les Ukrainiens sont venus me chercher et j'ai parlé plusieurs fois sur la grande scène, sur la place de l'indépendance. Donc j'ai participé activement. Après, on m'a donné la télé. Donc j'ai fait pas mal d'émissions télé, mes propres émissions télé en Ukraine, et je continuais à enseigner dans les universités. J'étais même vice-président d'une université à Kiev et j'ai été nommé plusieurs fois professeur en Moscova et maintenant je suis professeur titulaire, si on peut dire, à l'université polytechnique de Dniepro où je vais commencer les cours online puisque c'est comme c'est le conflit. Voilà. Donc je connais beaucoup ce pays que j'aime énormément. Quand je suis revenu, j'ai quitté l'Ukraine à cause de la guerre, je suis arrivé en France, où j'ai fait beaucoup d'émissions télé aussi. Et donc je pourrais aussi vous parler de ça. Alors, je vais être très pédagogique, je vais être aussi très diplomatique, bon, des fois. Voilà, donc je préfère le travail de fond, donc je préfère donner des conférences, écrire des articles. Vous pouvez trouver, j'écris depuis 2017, j'ai une chronique régulière dans la Tribune de Genève. Donc vous pouvez trouver beaucoup de mes écrits sur l'Europe, notamment, sur ce conflit aussi. Donc voilà. Alors, ayant visité tout ce continent, ayant passé mon enfance aux États-Unis et au Canada, j'ai tout de suite, quand je suis revenu du Canada et sous les États-Unis, j'ai vu que la dimension européenne était la seule qui vaille. Bon, dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire. Mais au-delà de ça, nous vivons un temps de bascule très important. Le monde que nous avons connu pendant 80 ans n'existe plus. Et pendant quelque temps, n'existera plus. En tant que un monde pacifique, entre guillemets, où le droit international a quelques valeurs, entre guillemets, et où l'ONU essayait d'avoir un peu de pouvoir, entre guillemets.
le droit international est de plus en plus bafoué, l'ONU est aux abonnés absents, donc qu'avons-nous? Nous avons un monde en polycrise. Crise des institutions, crise du droit international, crise des institutions internationales, crise du droit international, emploi de la force, crise de la démocratie, crise identitaire, crise diplomatique, crise climatique. Dans ce monde multipolaire, nous avons le retour des empires. Alors moi, je suis toujours étonné quand les gens découvrent qu'il y a des empires, qu'il va y avoir des empires. Il y en a toujours eu. Voilà. Le réalisme veut qu'on ne peut pas être étonné par le retour des empires. L'Europe est actuellement le seul espace qui croit encore au droit international. Et le seul espace qui croit encore au monde d'hier et qui n'est pas encore préparé au monde de demain. Et ce monde de demain, l'Europe est en train de se réveiller, alors déjà depuis 2014, mais surtout depuis 2022. Mais le réveil est difficile. Il y a en Europe une perception de nos problèmes de sécurité et de défense différente. Il y a 15 jours de cela, je donnais une conférence en Estonie, au Collège de défense de la Baltique, qui est une institution accréditée OTAN, et puis à l'université de Tartu, les deux. Et puis, il y a une semaine, j'étais à Berlin. Et puis, je croise des amis espagnols ou italiens. De quelle défense parle-t-on? J'étais en Pologne en septembre pour le forum de Karpacz. De quelle défense parle-t-on pour les Polonais? Et dans cette Europe, la défense, les problèmes de sécurité ne sont pas les mêmes. Des États baltes, de la Finlande, des États baltes, la Pologne, tout de suite, la défense, c'est la Russie le problème. Mais l'Espagne, les Espagnols, la Russie, c'est loin. Pourquoi augmenter notre part du PIB à la défense? Nous, notre problème, c'est le Sud. Ok. L'Italie, c'est aussi le Sud. La Grèce aussi. La Hongrie fait cavalier à part. Donc, Et le Royaume-Uni, j'ai donné une conférence à Westminster il y a quelques mois, le Royaume-Uni, lui, pragmatiquement, voit la défense comme la possibilité de revenir vers l'Europe. Et alors, dans cette configuration, qu'avons-nous? Nous avons, quels sont les moyens face à ces multi-menaces et ce monde en polycrise? Les moyens, il y a une armée en Europe, dans l'Union européenne, c'est l'armée française, qui a plusieurs dimensions, y compris la dimension nucléaire. Il y a une armée qui se développe à l'Est, c'est l'armée polonaise, mais elle reste conventionnelle. Mais quand j'étais à Berlin, il y a 2 semaines, à la conférence sécurité de Berlin, les Allemands veulent prendre le leadership de la défense. Et ils investissent énormément. Mais ils sont très loin derrière encore, avec une armée qui n'est pas capable, qui n'a plus le savoir-faire, qui n'est pas capable de projeter, et comme elle l'a malheureusement fait il y a quelques années, et qui n'a pas la culture, qui n'a plus la culture. Et nous avons l'armée anglaise, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais dont le rapprochement entre la France et l'Angleterre dû à la guerre ukrainienne est quand même manifeste. Après, dans cette défense, donc une armée dans l'Union européenne, l'armée française, une armée qui monte les Polonais, le vœu des Allemands d'être leader, l'Angleterre qui essaye de rentrer par la défense dans l'Union européenne. Maintenant,
Là, prochainement, je co-organise entre l'association Jean Monnet et la Fondation Jean Jaurès une conférence sur la défense et sur l'économie sociale, qui était le gaullisme de gauche, on peut dire. Parce que défendre, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va défendre? Si demain, on doit envoyer nos enfants, vos petits-enfants, à la guerre, on va les envoyer pour qui, pourquoi, comment, enfin voilà, une question, on défend quoi? Et la question est importante. Et elle appelle le retour du civisme, du patriotisme. C'est pas un mot mal poli, patriotisme. Aimer les siens, c'est ce que disait Romain Gary, hein, l'amour des siens, la haine des autres, c'est la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Il va falloir aussi donc reparler du pays. Alors, moi je me sens européen parce que je me sens auvergnat, je me sens français et je me sens européen. Et je pense qu'il faut avoir cette triple appartenance. L'appartenance locale, l'appartenance nationale et l'appartenance continentale. Et ça, c'est fondamental si on veut commencer à envisager ce qu'on doit défendre. On doit défendre des valeurs. Donc déjà, on va s'identifier à un espace. Après, il faut qu'on s'identifie à des valeurs. Alors, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Elles sont malheureusement en crise. Donc il faut revenir à l'éducation. Et ça passe par le réapprentissage de l'histoire aussi. Alors, je ne peux pas dissocier, si vous voulez, l'Europe de la défense de l'Europe des valeurs. Et je trouve que c'est un péril de ne pas enseigner justement cette Europe des valeurs aux nouvelles générations. Je dis souvent, nous avons des pro-européens, mais qui ont malheureusement déjà un certain âge. Alors que la jeune génération se tourne pour une grande partie plutôt vers l'identitaire, ou du national, ou du religieux. Parce que là, il y a, pendant des années, un manque d'éducation de nos valeurs fondamentales. Et aussi, il y a une génération politique. Pendant longtemps, ceux qui ont eu les grandes solutions de la France et de l'Europe étaient les gens qui avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient connu la guerre d'Algérie. Maintenant, nous avons malheureusement, ou heureusement, des dirigeants qui n'ont plus eu l'expérience de la guerre. Et quand vous avez connu la guerre, quand vous avez, ce qui est mon cas, dû dormir dans des caves, ou être caché, ou partir précipitamment, votre vision des choses, elle change diamétralement, à 100%. Vous ne pouvez plus du tout voir les choses comme vous les avez vues avant. C'est pour ça que le discours, pour revenir à l'introduction, le discours du général chef d'état-major des armées m'a un peu choqué. C'est-à-dire qu'un chef, alors là, par rapport à l'IHEDN, on a beaucoup de militaires. Et alors, un chef, pour moi, il est là pour rassurer ses troupes. Il n'est pas là pour leur faire peur. Et s'il leur fait peur, c'est après, pour une mission bien précise, etc. Mais ce n'est pas le débat actuel. Le débat actuel doit être, nous allons augmenter notre puissance de défense, puissance militaire, pour qu'on évite de nous attaquer, et je n'aurai pas besoin du sang de vos enfants ou de vos enfants pour les envoyer au fond. Voilà, c'est ça qu'il fallait dire. Quand De Gaulle à Londres a lancé l'appel, il a dit « Venez me rejoindre ». Il n'a pas parlé « Je vais vous envoyer sur le front, vous allez tous mourir ». Enfin, moi, il a dit « Voilà, j'ai un projet. Ce projet, c'est la France. Rejoignez-moi à Londres. » Et voyez déjà quelque chose de positif. Et on combat pour la France. Mais De Gaulle n'a pas dit à Londres « J'ai besoin du sang de vos enfants ». Alors c'est pour ça que ce discours
Moi, j'ai perdu des amis à la guerre en Ukraine. Et quand on a perdu des amis, quand on a quitté un pays en guerre, il y a des choses qu'on ne peut pas employer comme ça. On a plus envie de protéger, on a plus envie de renforcer que d'être dans de l'émotion et d'être dans de la peur. C'est pas la pédagogie qui est adéquate pour parler de la défense. Surtout que dans ce monde en polycrise, vous avez effectivement le conflit russo-ukrainien. On est focalisé sur ce conflit. Il existe, il est important, mais il y a d'autres conflits, y compris chez nous. La montée de l'islamisme, les décapitations de professeurs, c'est chez nous, déjà. Le problème du pillage économique chinois, c'est chez nous, déjà. Donc cette défense, elle doit être plurielle, et pas simplement, si vous voulez, qu'à l'Est. À l'Est, il faut se renforcer, mais à l'intérieur aussi. À l'intérieur de nos propres États. Le grand péril économique, c'est la Chine. Guerre économique. Et actuellement, je vois que Brandt va fermer et que nous sommes en train de nous désindustrialiser. Et nous sommes en guerre économique et on baisse la garde. Ça, c'est aussi, ça fait partie de la défense. Je sors un livre, je coécris un ouvrage qui sortira l'année prochaine sur industrialisation, désindustrialisation au niveau national et européen. Il sortira l'année prochaine, c'est un bouquin, plusieurs auteurs. Donc j'ai travaillé sur cela. Et on ne peut pas faire une défense sans une industrie. La défense passe aussi par la réindustrialisation. Quelle défense voulons-nous pour l'Europe ? Déjà, réindustrialisation de l'Europe. Réindustrialisation de l'Europe. Ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Dans une guerre économique, les Européens ont été les seuls à croire véritablement à la mondialisation heureuse. Les États-Unis ont toujours été très protectionnistes, les Chinois opportunistes, et nous, on était un monde de bisounours. Et on s'est désindustrialisé, on a délocalisé, etc. Et on paye très cher. Donc, il faut réindustrialiser toute l'Europe pour avoir une défense européenne. Actuellement, les Polonais, j'ai écrit un article là-dessus qui est sorti à la Tribune de Genève il y a quelques jours, les Polonais sont en train de relocaliser leur industrie, notamment leur industrie de défense. On ne peut pas avoir une Europe de la défense sans une industrie européenne. Impossible. Industrie. Je parlais des valeurs. Quelles sont les valeurs européennes ? Comment on doit se définir ? Est-ce que les valeurs européennes, c'est simplement un monde néolibéral basé sur la consommation ? Non. On ne va pas défendre des entreprises. On va défendre un territoire. On va défendre son village. On va défendre sa famille. Et tout ça, si vous voulez, ce sont des valeurs à réapprendre. Voilà. Donc, dans ce monde de polycrise, ça passe aussi par le citoyen. Le citoyen, c'est la base de tout. Et le citoyen, dans ce monde en polycrise, c'est véritablement pour moi l'acteur clé de la défense européenne. L'acteur clé, c'est vous. C'est vous l'acteur clé. C'est ce que vous allez enseigner à vos enfants, vos petits-enfants aussi. Donc, une défense européenne qui n'est pas homogène, tout le monde ne croit pas au même ennemi. À l'est, c'est la Russie. Au sud, c'est les flux migratoires. Le Mali est en train de tomber. Le Sahel est en train de tomber.
dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, nous allons avoir un flux migratoire bien plus important que maintenant. Qu'allons-nous faire? L'Europe, c'est une péninsule qui est dans un grand continent qui s'appelle l'Eurasie. C'est un pays qui est pour beaucoup un pays de cocagne. Et franchement, tout le monde veut y aller dans ce pays de cocagne. Certains comme Poutine pour le détruire, parce que pour Poutine c'est clair, la démocratie à l'occidental c'est un problème, il ne veut pas que ça se propage dans son pays, on pourra en parler. Et puis il y aura les réfugiés climatiques et les réfugiés politiques. Qu'allons-nous faire? Ben là, l'Europe, il faut aussi qu'elle pense à ce que disait Schuman au départ. Comment éviter cette migration climatique, politique ou sécuritaire par un développement, un co-développement. C'est aussi ça la défense. Comment on va gérer nos frontières pour éviter la guerre? Et pour éviter la guerre, il y a deux choses. C'est la puissance militaire, civis pacem para bellum, et la puissance économique, la réindustrialisation. Et quand on a de l'argent, on peut faire du co-développement. Et le co-développement est obligatoire pour préserver notamment nos frontières au sud. Maintenant aussi, par rapport aux Américains, il faut qu'on ait notre propre doctrine Monroe. Doctrine Monroe, 1820, c'est quand les États-Unis ont dit qu'il était interdit aux Européens de venir agir sur le continent américain. Voilà. Eh bien, il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on ait notre propre doctrine Monroe, et il faut qu'on dise aux Chinois, aux Russes et aux Américains, c'est nos affaires, c'est pas les vôtres. Doctrine Monroe européenne. C'est aussi ça la défense de l'Europe. Donc il faut une doctrine Monroe européenne comme une doctrine Monroe américaine. Et le monde que nous avons connu n'existe plus. C'est terminé. Donc il va falloir qu'on réapprenne la puissance. Qu'est-ce qui fait la puissance? Et ce qui fait la puissance, ce n'est pas le secteur tertiaire. C'est une industrie forte. Et dans cette industrie forte, il y a l'industrie de défense. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est l'ouvrage que je vais sortir l'année prochaine, mais ça me paraît fondamental. Et puis, vous savez, la résilience d'un peuple. L'Ukraine a résisté, il y a une résilience ukrainienne, il y a un patriotisme russe, et de notre côté, je ne sais pas, il y a 50%, 60% des jeunes qui sont capables de se battre pour notre pays, c'est très bien, mais il va falloir qu'on apprenne la résilience. Ça, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'entre le poilu de 1914 de 25 ans et le jeune de 25 ans maintenant, je ne suis pas sûr que c'est le même. Bon, parce que déjà, c'était une zone rurale, etc. etc. Bon. Mais cette résilience qu'ont les Ukrainiens dans ce conflit, est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a toujours? Est-ce qu'on pourra le réapprendre? Donc, vous voyez, la défense, c'est pas simplement, je dirais, les chars et le nucléaire, etc. C'est un ensemble dans un monde en polycrise. Voilà. Donc maintenant, je vais arrêter là, mais si vous voulez avoir des questions, je vous en prie. Merci M. Ledry de cet exposé au vu de votre
expérience. Et vous avez dit partout où vous avez été. Et franchement, vous savez de quoi vous parlez. En même temps, vous nous avez assez éclairé sur... vous voyez, moi personnellement, je pensais que défense, c'était forcément armée. Et là, vous nous dites qu'il y a plein d'autres aspects de la défense. Justement, je vais revenir par rapport à ce que vous avez dit, que c'est pas notre chef d'état-major, c'est pas du tout comment il devait dire, sur le sang de nos enfants qui devait couler, qu'on soit prêt. Là, il y a un sondage Odexa qui venait de dire que environ 60% des Français approuvaient cette nouvelle, ce service militaire que Macron, voilà, au moins une mesure que les Français approuvent de Macron, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez dire que de là, de façon insidieuse, Macron est en train de nous préparer aussi? Est-ce que c'est, si vous voulez préserver la paix, préparer la guerre? Parce que quand même, là-dedans, c'est le service militaire, parce qu'après, il a quand même nuancé que pour le moment, il est volontaire, mais qu'à un moment donné, on pourrait obliger en cas de crise certains qui ont été repérés. En fait, il a quand même émis quelques nuances. Est-ce que... Ça, c'est une première question. Juste après, la deuxième, c'est que pensez-vous de l'issue de cette guerre Russie-Ukraine? Est-ce qu'elle va perdurer? Est-ce qu'à un moment donné, on va continuer à résister jusqu'à l'affrontement? Qu'en pensez-vous? Merci. Alors, par rapport à la première question, d'abord, c'est quelques milliers, hein, le volontariat pour le service militaire, c'est quelques milliers par an, donc ça fait pas énorme. Je vous rappelle qu'à l'époque de la guerre froide, on avait 1200 ou 1300 blindés MX-30. On a que maintenant 200 Leclerc. On avait des régiments, on avait une armée qui était 2 à 3 fois plus importante, et c'est pas avec quelques milliers en service volontaire qu'on atteindra une masse critique. Mais c'est un premier pas. De toute façon, le service national, au niveau du civisme, on parlait des valeurs, de la résilience, au service de ce civisme et de cette résilience, je pense que le service national, dans un monde multipolaire en polycrise, est un élément important, global, de la défense et de la nation, ou de la survie de la nation. Pourquoi? Parce qu'elle mélange les jeunes, elle les encadre, ils se lèvent le matin, ils saluent un drapeau, ils chantent un hymne. C'est des choses basiques, mais à mon avis, ça fait sens. Et le problème vous voyez, notre problème de la défense, c'est qu'il faut une société qui fait du sens. Si on a une société qui fait du sens, on a une société qui est homogène et qui sera capable de se battre pour le sens qu'elle donne à sa société. Et pour moi, le service militaire, ça fait sens. Ça permet d'englober des gens de différentes classes sociales, différents horizons, et les jeunes qui ont besoin justement de repères. Pour moi, le service national aurait dû rester de toute façon. Ça a été une erreur. Parce que vous savez, l'éducation nationale, c'est bien, c'est des diplômes. Mais il faut plus que l'éducation nationale pour faire un homme. C'est pas que l'instruction. C'est apprendre à vivre ensemble dans une société et servir la République. Et servir la République, c'était le service national. Et ça, c'est important. Et je pense que dans les mesures que nous allons faire pour le volontariat au service national, j'aimerais pour certaines universités ou pour certaines écoles, on puisse donner des points
pour celui qui va vouloir être officier de réserve, sous-officier de réserve, ou qui va faire son service national, dire bah toi écoute, tu auras un point de plus pour faire telle université, tu auras un point de plus pour entrer à l'ESSEC, à HEC ou ailleurs. À mon avis, ça ferait sens. C'est une réelle motivation. Bon. Après, pour la guerre en Ukraine, écoutez, toutes les semaines, je suis en relation avec l'Ukraine. Toutes les semaines. Toutes les semaines, vous savez, je dis souvent, quand j'ouvre Facebook, je regarde si j'ai pas perdu un ami. Et c'est pour ça que tous les jours, j'envoie des anniversaires, bon anniversaire, pour savoir celui qui va me répondre, qui est sur le front, s'il est toujours là, s'il est toujours vivant. Donc, malheureusement, j'ai perdu des amis. Donc, cette guerre, elle me touche. Elle me touche parce que j'ai enseigné avant à Lomonosov, j'ai enseigné avant à Omsk, en Sibérie occidentale. Et comme les Ukrainiens, vous savez, ils ont aussi de la famille de l'autre côté de la frontière. Et ils ne se parlent plus à cause de cette guerre, à cause de la propagande de part et d'autre. Je dis de part et d'autre, on ne fait pas non plus. Bon. Mais il y a un pays qui a été agressé. Et il y a un pays agresseur, et il y a le droit international. Et le droit international, c'est pas n'importe quoi. Si demain, il n'y a plus de droit international, comme je vous dis, qui est déjà assez en crise entre Poutine, Xi en Chine et Trump aux États-Unis, c'est pour ça que je dis que nous sommes seuls maintenant, l'Europe. Il ne faut pas attendre des États-Unis plus. Si demain nous avons un conflit, je ne suis pas sûr que les États-Unis, à part nous vendre des armes, fassent plus que nous vendre des armes. Bon. Donc, il y a un pays agressé et il y a un pays agresseur. Voilà. Donc, je pense que dans le schéma, il faut être très basique. Il faut parler de droit international. Qui a annexé la Crimée? Qui a attaqué? Qui est attaqué? Voilà. Et à partir de là, on doit gérer, j'allais dire sans émotion, en évitant le maximum l'émotion. Quand je faisais mes émissions en Ukraine, je refusais de faire la propagande. Je disais, je veux m'intéresser aux faits, rien que les faits, et le droit international, et les valeurs humaines. Et là, je voulais faire des valeurs européennes, droit international, droit de l'homme, charte des droits fondamentaux. Bon. Et quand je passe à la télé en France, je me rappelle, j'étais encore à Kiev, les chars russes étaient à 15 km, à Obolon. Moi, j'étais à Levoberezhny et je voyais les fumées de ma cuisine. Et les chars étaient à 15 km. Et là, j'ai ils me disent, oui, l'armée russe arrive, l'armée ukrainienne viendra 15 jours ou une semaine. Je dis, non, ils vont peut-être bien plus longtemps. Bien plus longtemps, vous ne les connaissez pas, ils vont tenir bien plus longtemps. Et j'avais en face de moi des généraux que je connais, avec qui j'ai fait des Chedens, etc. Et non, j'ai dit, ils vont tenir. Après, j'arrive en France, je fais les émissions, etc. Et là, j'entends au bout d'un an, oui, l'armée russe va s'effondrer. Je dis, non, ils ne vont pas s'effondrer. Après, j'entends, Poutine est malade. Non, il n'est pas malade. Après, j'entends, le coup d'État de Prigozhin va renverser Poutine. Je dis, non, ça va le renforcer. Écoutez, à un moment donné, si vous ne connaissez pas votre sujet, vous vous taisez. Et donc, à un moment donné, moi, j'ai un peu quitté la télé, j'ai beaucoup voyagé pendant quelques mois, là, je vais revenir. Parce qu'il y a BFM, France Info qui me demandent de réintervenir. On en a peut-être marre d'écouter des gens qui sont dans les, comment dire, les punchlines. Donc, l'information, la vérité, c'est pas une punchline. La vérité, c'est des faits. Des faits qui sont basés sur le droit international. C'est tout. Et ça doit être l'Europe. On ne doit pas tomber dans la propagande, on ne doit pas tomber dans l'émotion, on doit dire voilà, droit international, charte des droits fondamentaux, qui agresse qui, crimes de guerre. Voilà. Et les crimes de guerre, il y en a toujours des deux côtés. Donc il faut vraiment être impartial et juste. Et c'est avec cette vision-là qu'on gagnera cette guerre, et c'est avec cette vision-là que l'Ukraine gagnera cette guerre. Et que l'Europe gagne cette guerre. On doit être un exemple, c'est ça le leadership. Et l'Europe, si elle doit prendre le leadership qui est en train de le laisser les États-Unis, c'est parce qu'elle doit être droit dans ses bottes. Et droit dans ses bottes, c'est justement éviter toute propagande. Alors, sur LCI, je me suis un peu disputé avec certains qui étaient
Bon, je veux bien dire, certains veulent passer à la télé, c'est bien, mais on ne passe pas à la télé à n'importe quel prix, surtout en racontant des bêtises. Donc, les Ukrainiens, ils ont tenu plus d'une semaine. Et l'armée russe, elle ne s'est pas effondrée. Voilà. Ça, c'est des bêtises. Et moi, ce que j'espère, c'est que cette guerre va s'arrêter rapidement. Mais je ne veux pas que ça soit au détriment de l'Ukraine et que l'Ukraine doive capituler. Et j'ai écrit en août 2023 un article à la Tribune de Genève, vous le reverrez, vous le trouverez sur Internet. Pour moi, la fin du conflit va passer sans doute par un scénario Corée du Nord, Corée du Sud. Ce qui est triste, c'est qu'il y a 4 ans pour arriver à cette fin-là. 4 ans. Et des milliers de morts pour arriver à geler un conflit et avoir un scénario Corée du Nord, Corée du Sud. Ça, c'est triste. Et ça, c'est un fait. Et cette guerre, en gelant le conflit, on évite la capitulation de l'Ukraine. Ça me paraît essentiel. Maintenant, après ce qui arrivera, je ne sais pas. Poutine n'est pas immortel. L'économie russe n'est pas en très bonne santé, la nôtre non plus, vous voyez, ça aussi il faut le dire. Hein, bon. Mais je crois que la vérité, c'est l'arme la plus grande, et y compris pour la défense. Voilà. Un micro. Bonsoir à tous, bonsoir M. Edring, merci de cette intervention que je souscris totalement. Alors, je vous ai suivi sur LCI de nombreuses fois et c'est bien de pouvoir partager comme ça ces moments ici. Donc merci l'Union Europe et la mairie d'Agen de nous accueillir. Monsieur Edring, je suis espagnol de par mes parents, je suis aussi français et européen, convaincu. Maintenant, je pense que vous l'avez très bien dit, l'Europe est bien endormie. Et c'est l'espace mondial qui est naïf. Les États-Unis, la Chine, toutes les puissances jouent leurs cartes et leurs intérêts. Je crois que l'équivalent de la Commission européenne et des lobbies qui font leur pression, on va dire, n'a pas d'équivalent aux États-Unis en Chine. Et ça, malgré tout, on peut être profondément européen, je le suis. Malgré tout, c'est une faiblesse et les ennemis de l'Europe en profitent. Les ennemis, quels sont-ils? On en a parlé. La Russie. Alors moi, quand je vois le plan défense Weakness 2030 de la Commission, qui va dans le bon sens, qui permet de refixer des caps sur la défense européenne, la lutte contre les drones, faire un front pour l'armée de l'Est, etc. Ça va dans le bon sens. Maintenant, il y a beaucoup de lacunes. La lacune, c'est que, comme vous l'avez dit, l'armée européenne n'existe pas. C'est une composante d'armée nationale. La seule armée européenne qui peut se projeter, c'est l'armée française, qui ne peut pas projeter beaucoup. L'armée allemande ne fonctionne pas. L'armée polonaise sera, à 15 ans, la plus grosse armée de terre, notamment avec des chars sud-coréens et des obligés sud-coréens. Et ça permet de toucher du doigt beaucoup de choses. D'un point de vue opérationnel, est-ce que l'armée, à part la force de 30 000 hommes projetables, peut être défendre en front? Est-ce que l'armée européenne, aussi diffuse soit-elle, comment peut-elle compenser les carences? On n'a pas de missiles pour taper dans la profondeur. Aujourd'hui, c'est largement utilisé par les Russes avec les Iskander. On n'a pas l'équivalent HIMARS, alors qu'on a MTVA, qui est le plus gros missile mondial, et d'autres. L'avion de 5e génération n'est toujours pas lancé. Le remplaçant du Leclerc est freiné par la coalition avec notre partenaire allemand, etc. etc. Aujourd'hui, l'Europe pourrait être une puissance, mais elle a perdu de vue que pour être une puissance, il fallait être respecté. Donc, la Russie, et M. Poutine le sait très bien, il a commencé par Géorgie, personne n'a bougé, donc il allait en Ukraine. La Moldavie aurait pu être, si l'oblast de Zaporizhzhia et d'Odessa sont tombés, une possibilité. Les pays baltes, en suivant, la Russie nous mène déjà une guerre. Ils surveillent tous les câbles sous-marins dans tous les océans. La Russie nous a chassés de l'Afrique.
via les mercenaires de Wagner. Donc la Russie, aujourd'hui, fait une guerre informationnelle contre la France et contre toutes les populations occidentales. Donc la Russie aujourd'hui, est déjà en guerre contre l'Occident et l'Europe. Il n'y a pas que ça. La Chine a développé des arsenaux militaires navals et vont rattraper et dépasser la flotte américaine qui est la plus puissante au monde. Les arsenaux chinois produisent autant au même rythme que pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Donc la Chine aujourd'hui, d'un point de vue militaire, devient une menace. Oui, mais beaucoup, il y a des choses à dire. La Chine, d'un point de vue économique, est en train de pomper toutes les... oui, j'attends l'élection, je vais y venir. Et elle est en train de pomper beaucoup de nos technologies brevets. Et la troisième chose, c'est la crise des frères musulmans, je l'avais dit. Beaucoup sous-estiment cette menace de bien commun, la société. Beaucoup de pays les interdisent et l'Europe reste naïve. Monsieur Edrine, ma question est la suivante. Pensez-vous que l'Europe, aujourd'hui telle qu'elle est, peut faire face à ces menaces qui sont sociétales à travers les frères musulmans? La Chine, qui fait une armée qui peut à mon avis s'en servir notamment à Taïwan, et la cohésion européenne, et je n'ai pas parlé des marchés européens de défense largement cannibalisés par les Américains. Alors, en 2008, j'étais en Azerbaïdjan quand la Russie a attaqué la Géorgie. En août 2008, j'étais en Azerbaïdjan. Et parce que je me disais, on peut balader dans le Caucase. Et voilà. Donc, le point de rupture, c'est 2007, c'est les déclarations de Poutine à la conférence de Munich. Et à partir de 2007, vous avez après, ça déroule 2008, etc. Bon, il y a effectivement aussi la guerre en Tchétchénie, j'entendais les gens, qui a aidé à sa réélection notamment. Bon. Mais la bascule, c'est 2007. Taïwan, j'y étais en 2011, invité par le gouvernement taïwanais. Et là, il y a aussi effectivement un péril. Maintenant, la conclusion de tout ça, l'Europe est-elle prête ou pas? Ce que je dis souvent dans mes conférences militaires, c'est très simple, il y a trois choses à comprendre dans ce nouveau conflit haute intensité qui se déroule à l'Est. C'est la masse, la rusticité et la technologie. Ce que fait l'Estonie actuellement, c'est comme elle n'a pas la masse, elle est en train de travailler sur les robots pour éviter d'employer les hommes qu'elle n'a pas pour faire face à la masse. La rusticité, l'Ukraine dans les tranchées de 14-18, c'était les mêmes. Le froid, et c'est pour ça qu'il va falloir une endurance, et le service militaire, ça va apporter cette endurance. Donc, rusticité, masse, technologie. Le mur de drone, c'était lui Maginot. Je pense le mur de drone, de plus en plus, la technologie anti-drone va se développer, et le mur de drone me paraît être une nouvelle ligne Maginot. Le problème de l'Europe, de ceux en Europe, de la Commission, j'ai écrit un article là-dessus aussi, pour moi il faut moins de Bruxelles et plus d'Europe, et les gens de la Commission sont très gentils, mais trop technocratiques. La défense, c'est pas les bureaux de Bruxelles, c'est le terrain, c'est écouter les retours terrain des gens qui se battent sur le terrain. Et si on a perdu l'Afrique, c'est parce qu'on n'a pas écouté les retours terrain. Et l'Afrique aime toujours la France. Mais elle n'aime pas la France de Macron. Et je le dis, bon, bref. Voilà. Et on a perdu le Moyen-Orient pour la même chose. Voilà. Et je dis simplement ce que j'ai pu écouter, là où je suis intervenu à Lyon, conférence sur la diplomatie française, est-elle en déclin ou va-t-elle avoir un sursaut? Écoutez, on a perdu ces pays-là face à un comportement. On ne peut pas traiter les Africains ou les pays du Moyen-Orient
j'ai pas le mot, mais enfin avec la condescendance, quoi. On doit repenser notre diplomatie de façon bilatérale avec les pays africains. Et il faut couper cette condescendance occidentale. Et c'est là que la Charte des droits fondamentaux et les valeurs européennes rentrent. Désolé, mais un Africain chef d'État est chef de son État. Et on ne lui demande pas, on le traite pas en dessous d'un chef d'État. Mais c'est humain, hein, c'est l'empathie. C'est l'humanisme, c'est nos valeurs. Ça, c'est les valeurs de l'Europe. Et on a perdu l'Afrique. Et j'ai parlé avec des diplomates, mais vous pouvez prendre, ça a été filmé, c'était à Lyon il y a quelques mois. Ils disaient, c'est à cause d'une personne. Chirac, il était aimé parce qu'il mettait la main au cul des vaches. Et puis en Afrique, il connaissait, c'était ses potes qui voyaient. Il les traitait comme des amis, mais d'égal à égal. De Gaulle, De Gaulle c'était De Gaulle, c'est un monument. Mais Chirac déjà, voilà. Et on a perdu ce sens humain. Et c'est là où j'en veux à tous les technocrates. Être un leader, c'est aimer son peuple. Être un leader, c'est aimer les gens à qui on parle, et c'est pas se considérer au-dessus. Si vous voulez être suivi, eh bien vous êtes suivi parce que les gens sentent que vous les aimez, et que vous les protégez, et que vous êtes là pour eux. Si vous n'êtes pas là pour eux, vous êtes là pour vous, ça passe pas, y compris en Afrique, dans les relations diplomatiques. Voilà. Allez-y, madame. Une question ici. Et après, il y en a deux autres. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup. Je m'appelle Kuba Formicula. Je suis d'origine sénégalaise, française et à Genèse d'adoption depuis 5 ans. Donc je vous remercie. En fait, vous m'avez marché sur la langue concernant, mais vraiment, j'étais en train de vous approuver concernant les relations bilatérales entre la France et l'Afrique, et aussi le Moyen-Orient, ayant vécu 15 ans aux Émirats. Donc, franchement, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, j'avais juste quelques questions concernant la défense de l'Europe. Est-ce que la défense de l'Europe se tient seulement pour les armes, ou il y a une défense économique? Et donc, par là, je vais poser juste quelques questions. Comment l'Europe peut se renforcer pour développer la coopération entre les autres États européens? Et puis, quelles sont les mesures que l'Europe doit prendre pour réduire les inégalités économiques, sociales et culturelles? Et j'aimerais aussi savoir comment peut-elle promouvoir la paix, parce qu'on est en guerre, et donc et la stabilité dans les régions frontalières. Et puis, on ne peut pas parler d'Europe sans parler d'environnement. Qu'est-ce que vous pensez de l'environnement en Europe? Donc, je vais m'en arrêter là. Mais après, alors déjà sur la défense. Oui. Ordonnance de 58 du général de Gaulle, la défense globale. La défense globale, c'est la défense militaire, la défense culturelle, la défense technologique, la défense diplomatique. Donc la défense, elle n'est pas que... Voilà. Et culturelle, c'est quoi? Je suis désolé, mais enfin le français a reculé, y compris à Bruxelles. Hein. Et moi, quand je vais aller à Berlin, quand je suis à Berlin ou ailleurs, j'aime bien montrer que je suis français. Parce que tout en étant européen, je parle anglais, je comprends russe, etc., il n'y a pas de problème. Mais bon, je suis français. Ok? Et je suis auvergnat. Voilà. Mais si vous voulez, pour moi, c'est important. Et la défense culturelle. La défense culturelle, c'est la francophonie. Qu'est-ce qu'on a fait de la francophonie? Qu'est-ce qu'on en a fait de la francophonie? Rien. Il y avait un outil culturel énorme qu'on a sous-utilisé parce qu'on a considéré, entre guillemets, nos anciennes colonies encore comme des enfants. Alors que la francophonie, c'est pas ça, la valeur de la francophonie. Et la francophonie, c'est un outil que l'Europe devrait utiliser aussi. Après, vous me parlez de la paix, etc. Bon. Pour la paix, il faut que l'Europe, on a une Europe puissance,
Mais il ne faut pas qu'on ait une Europe dominatrice comme les États-Unis. Il ne faut pas qu'on apporte la démocratie avec les bombes, enfin, entre guillemets, vous voyez, c'est une caricature. Donc il faut qu'on arrive à avoir, et c'est là qu'il faut une coopération. Si on doit tirer une leçon de ces empires coloniaux, parce que ce qui est, c'est justement d'éviter ce qu'on a déjà fait, de se réinventer une relation, et on aura cette... Moi je crois énormément au co-développement, c'est-à-dire qu'on a tout intérêt à ce que l'Afrique se développe, parce que quelqu'un qui part, et quand vous partez, moi je suis parti de l'Ukraine à cause de la guerre, quand vous partez d'un pays c'est qu'il y a un problème. Vous ne voulez pas quitter là où vous êtes heureux. Donc si là où vous êtes heureux ça se développe, vous allez y rester. Mais ça ne peut se développer que dans une relation, et là, républicaine, de fraternité. Donc d'égal à égal. Et il faut reprendre cette valeur-là, humaine, tout simplement. Pour l'environnement, ça fait partie des polycrises. Mais l'environnement, si vous voulez, c'est aussi une conduite. Et là, on va parler sur l'économie. Là, je vais cogiter sur l'économie sociale. Bon, l'économie sociale, c'est cette troisième voie. De Gaulle avait. On parle du gaullisme de gauche. Enfin, de Gaulle n'était pas de gauche, pas de droite, il était de Gaulle. Mais bon, allez, on va parler du gaullisme de gauche, mais c'était Chaban-Delmas, c'était Jacques Delors. C'est aussi la doctrine sociale de l'Église, où l'économie est au service de l'homme. Et c'est pas l'homme qui est au service de l'économie. Et cette économie, elle commence par se satisfaire au niveau local, au niveau national, et après au niveau européen. Donc ce qu'on peut consommer au niveau local, on consomme au niveau local, on n'importe pas de 3000 km. Ce qu'on peut consommer au niveau national, c'est pareil. Et comme ça, on crée des emplois au niveau local et au niveau national. Et ça débouche sur la réindustrialisation. Et c'est cette économie sociale aussi là-dessus. Il faut travailler. Voilà. Et qui sera un modèle européen, du coup, parce que ça serait ni le libéralisme américain, ni, je dirais, l'économie dirigée chinoise, ça serait vraiment un modèle européen qui intègre l'homme et qui met l'homme au centre du développement. Voilà. Une question ici dans la salle. Je voulais vous poser deux questions. L'une sur un sujet qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent. Pensez-vous que l'existence d'une force de dissuasion nucléaire en France, en Grande-Bretagne, soit un atout pour l'Europe ou au contraire un frein, puisque qui dit dissuasion nucléaire implique qu'il n'y ait qu'un seul doigt qui appuie sur le bouton, donc ça semble exclure d'une certaine façon une défense commune. Donc c'était ma première question. La deuxième question, c'est un sujet qui a déjà été évoqué, c'était l'Afrique. Et je voulais y revenir à partir des prévisions démographiques. Dans 2 générations, l'Afrique sera la partie du monde la plus densément peuplée. L'Afrique aura plus d'habitants que la Chine aujourd'hui, que l'Inde aujourd'hui. Et dans un monde qui vieillit, l'Afrique sera une des seules régions du monde où il y aura cette jeunesse. L'Afrique sera un territoire de jeunes, avec le dynamisme des jeunes, une région qui se développe, mais de l'autre, un dynamisme important. Et est-ce que cet aspect-là ne pousserait pas à convaincre l'Europe de développer de façon différente, mais davantage les relations avec l'Afrique? Voilà. Alors, par rapport à la dissuasion nucléaire, alors, moi, ce qui me faisait assez rire dans certains propos de soi-disant experts, c'est de toute façon, on a le nucléaire et tout ira bien, on n'a pas besoin d'autres choses. Le nucléaire, là où c'est un péril, c'est la ligne imagino-psychologique de beaucoup de stratèges, de pseudo-stratèges. Le nucléaire n'empêche pas le conventionnel. Et on a cru que le nucléaire nous empêcherait le conventionnel. Le chantage nucléaire, le retour du nucléaire dans le discours,
est important, mais ça reste une menace. Même si on a parlé de scénario de nucléaire tactique par rapport à une frappe russe, le nucléaire, l'équilibre du nucléaire, c'est pas ce qui fera la puissance de demain. La puissance de demain, ça sera plus du conventionnel, du technologique et de la masse. On va revenir à des éléments beaucoup plus fondamentaux de la puissance. Donc, et la démographie va jouer un rôle. Et c'est là où je viens sur l'Afrique. Alors, toutes les projections, vous savez, dans 2 générations, je crois que la Chine va perdre énormément parce que la Chine va devenir un pays vieillissant, etc. etc. Bon, donc c'est pour ça, tout ce qui est projection, je m'en méfie un peu. Mais, donc, la Chine va devenir un pays vieux, les États-Unis, il y aura une composante hispanique beaucoup plus importante, etc. Les États-Unis vont basculer dans un plus latin, avec une composante hispanique espagnole. L'espagnol est parlé au Texas, en Californie, partout, donc, dans ces pays, dans ces États du Sud. Donc, on a un monde qui va changer. Par rapport à l'Afrique, c'est pour ça que cette démographie africaine nous oblige effectivement à penser à une coopération. Parce que bon, les Africains que je connais sont des patriotes aussi, ils veulent que leur pays se développe, ils veulent travailler chez eux, ils veulent rester chez eux, etc. Et c'est pas gaieté de cœur qui veulent quitter. Mais cette coopération, il va falloir la travailler, et c'est là où je dis une doctrine Monroe. Parce qu'une doctrine Monroe protégeait nos intérêts, développer nos intérêts de l'étranger proche, pour sécuriser aussi notre continent. Mais dans une approche, je le dis, de respect. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a perdu l'Afrique. On n'avait plus cette approche-là. Et cette approche, elle doit fonctionner dans un échange économique qui ne soit pas systématiquement soit de la condescendance, soit du pillage au niveau des matières premières. Et ça veut dire du joint venture au niveau des entreprises, de la formation de cadres des 2 côtés de la Méditerranée, voilà, en évitant une fuite de cerveau, etc. Donc, la politique africaine de l'Europe, elle reste à inventer. C'est plus du tout ce que nous avons connu. Et de ce que nous avons connu, il faut en garder une approche, je parlerai peut-être de Lyoté, mais une approche plus chiracienne, plus humaine et moins condescendante. Alors, il y a monsieur, ah, pardon. Je vous remercie. Vous avez parlé de beaucoup d'acteurs, mais il me semble qu'il y en a un dont vous n'avez pas encore parlé. Et c'est la tech, et la puissance de la tech qui est ni nationale, ni empire, ni elle est totalement autonome, et elle a la puissance, elle a l'argent, elle est trans tout. Donc quel va être son rôle dans votre schéma? Moi, je la mets dans la puissance technologique quand je parlais de la masse, de la rusticité, de la technologie. Je mettais l'IA, parce que dans la défense des États baltes, les drones et la technologie et les robots seront aussi gérés par l'IA. Donc voilà. Et alors là, on a un réel problème en Europe, on n'a pas l'autonomie numérique. Et ça, c'est un énorme problème. Je ne l'ai pas abordé, mais pour moi, il faisait partie du technologique. Mais il faut qu'on ait notre autonomie numérique. Sans autonomie numérique, on ne comptera pas, ça c'est clair. Donc, et l'autonomie numérique, c'est l'IA, c'est la défense, c'est les dessins de drones, c'est les robots. La guerre de demain, ce sera une guerre de robots aussi contre des humains. Voilà. Et ça va être l'IA. Et il nous faut cette puissance numérique. Mais pour moi, ça fait partie du technologique. Je l'avais sous-entendu, mais vous avez raison de le souligner. Et on n'a pas d'indépendance numérique.
on n'a pas d'indépendance Internet. Il nous faut notre Google européen, il nous faut les Chinois l'ont. Les Russes ont Vcontact, Yandex, etc. Et nous, il faut qu'on développe cela. On est excellent pour trouver les concepts. On avait trouvé le Minitel avant Internet. Bon, on n'a pas su s'adapter. Le français est très inventeur, mais malheureusement, il ne poursuit pas. Une fois qu'il a inventé, il ne remet pas en cause. Alors que en face, nous avons des pays qui sont, comme les États-Unis, etc., tout le temps en train de se réinventer. Et ça, la technologie et l'indépendance numérique, si demain vos chars et vos robots sont gérés par des logiciels américains, et on le voit déjà avec les F-35, c'est quand même les États-Unis qui autorisent les F-35 à voler. Donc, voilà. Et quand je parle de défense globale et de Gaulle, quand il met l'économie, la technologie, la technologie, actuellement, c'est pas simplement, à l'époque de Gaulle, c'était avoir une industrie, etc., classique, faire des voitures, etc. Mais maintenant, c'est aussi l'indépendance numérique. Parce que si nos avions ne décollent pas, enfin les nôtres, ils vont décoller. Hein. Mais si les avions, les F-35 des pays d'Europe ne décollent pas, on fait quoi? On parlait de la défense anglaise, mais le nucléaire anglais, les clés sont à Washington. La seule puissance nucléaire européenne, c'est la France. C'est encore De Gaulle. Je cite souvent De Gaulle, mais bon. Alors je suis pas de sa génération, mais bon, pour moi c'est un exemple. Voilà, il nous faudra un De Gaulle européen en plus. Donc bon, mais cette défense globale qui est, pour moi, quand je parlais d'économique et de technologique, c'est numérique, ça c'est clair. Bonjour. Je vois qu'on connaissait très bien l'Ukraine, et j'aurais une petite question concernant l'Ukraine, donc fait partie de l'Europe, mais n'est pas dans l'Union européenne. L'Ukraine, vous avez dit, c'est un pays corrompu. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les terres rares que possède l'Ukraine, il y a quand même il y a aussi une masse nucléaire, centrale nucléaire qui est importante dans l'Ukraine. C'est quoi l'enjeu en fait? L'enjeu, quand je veux dire l'enjeu, c'est l'enjeu, on voit que les États-Unis s'intéressent pour faire du business. L'Europe s'intéresse parce que bon, l'Ukraine, c'est au bord de l'Union européenne, on a peur que la Russie nous attaque, mais il y a quand même un enjeu économique qui, j'ai l'impression, qui est un peu caché, qu'on cache. Donc, c'est pas réellement l'enjeu de s'il faut demain se battre pour. Alors, bon, ça c'est une question importante et intéressante. Quand j'étais en Ukraine, et je vais parler de la révolution là, qui a commencé fin novembre et qui a fini fin février, les Américains sont arrivés rapidement dans la bataille, et les Européens bien après. Ils ont compris bien après. Et c'était le fameux Fuck Europe qui avait lancé les Américains. Fuck Europe. Si on avait eu une Europe puissance, la crise ukrainienne ne serait pas montée à son paroxysme. Si on avait eu une doctrine Monroe pour l'Europe, c'est-à-dire ce sont nos intérêts, vous dégagez, on n'aurait pas eu une crise pareille. Et c'est parce qu'il y a eu une absence d'Europe qu'on est arrivé à ça. Et le problème actuellement, c'est que, vous avez raison, les terres rares intéressent énormément Trump. Et dans les 28 points qu'a fait Trump là, par rapport au conflit, les Américains encaissent et les Européens payent. Pourquoi? Parce qu'on est en Europe dispersée, qu'il n'y a pas d'Europe puissance. Et cette guerre en Ukraine,
Si l'Europe avait pris les choses en main dès le départ, elle n'aurait pas... il y aurait eu une confrontation avec la Russie, mais la Russie n'a jamais été opposée à ce que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Moi, je parlais avec le président de la Chambre de commerce ukrainien, d'Ukraine, il disait il n'y a pas d'opposition au niveau à l'arrivée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Il y a une opposition vis-à-vis de l'OTAN. Mais là aussi, on a payé l'absence d'une Europe puissance. C'est tout. Et là, on est en train de... On va payer la reconstruction de l'Ukraine, et c'est ce que veut Trump, hein, qu'on paye, nous, la reconstruction de l'Ukraine par des entreprises américaines. C'est ce qu'il a mis dans son accord. Alors, on va prendre une dernière question, oui, puisque le temps se déroule. Et monsieur, il y avait... Voilà. Et ensuite, vous aurez le temps, on va rompu autour d'un verre d'honneur de soir. Le président de la République, Emmanuel Macron, parle à nouveau de l'industrie militaire, de financer l'armée, de faire le service national. Mais le général de Villiers, en 2007, avait parlé de ça. Qu'est-ce qui a amené M. Macron à changer d'avis 17 ans plus tard, 18 ans plus tard? Il change beaucoup, Macron. Il a changé sur la Russie, il a changé sur beaucoup de choses. Donc, puis le en même temps, vous savez, ça ne plaît pas, c'est pas une stratégie qui est des meilleures, hein, dans un monde multipolaire en polycrise. Le général de Villiers, quand il a quitté, il a été applaudi par tout le monde. Et j'ai même mis la vidéo sur Facebook de son applaudissement. Dernièrement, il a fait une déclaration pour le 11 novembre, qui est la déclaration d'un général, qui est claire, nette, précise. C'est difficile d'être dans la tête de Macron. Mais il y a une chose, je suis persuadé que cet homme est persuadé qu'il a raison. Et c'est ça, et c'est ce qui est grave. De Gaulle, en tant que militaire, je recite De Gaulle, s'entourait. Chirac s'entourait. Bon. Il écoutait les autres. C'est ce qu'on a dit. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que Macron n'écoute pas les autres. Et donc, à ce niveau-là, son changement d'avis, c'est un profil psychologique, à mon avis, bien plus profond. Sur la Russie, il a changé d'avis. Sur la défense, il a changé d'avis. J'aimerais que notre pays ait une colonne vertébrale. Et il n'y aura pas de défense européenne sans une France puissante. Le destin de la France est aussi dans la construction européenne. Parce que la France est un pays exceptionnel, dont le rayonnement est sous-utilisé, sous-exploité. Et il n'y aura pas de puissance européenne, de défense européenne, d'union européenne sans une France forte. Et il faut que la France redevienne une grande puissance pour que l'Europe soit une grande puissance. Et elle a perdu son nom. Et je le constate dans mes voyages, l'effacement de la France. L'effacement d'une France, d'un mouvement. Excusez-moi, mais pas l'effacement de la France. Pour tous ces pays, Estonie, Pologne, Ukraine, États-Unis, Canada, la France reste la France. Mais actuellement, dans ce moment politique, elle est déclassée. Mais la France ne veut pas rester déclassée. C'est impossible. C'est un pays dont le destin est différent. C'est une nation qui a un rayonnement culturel. On n'utilise pas cette diplomatie culturelle. C'est la deuxième puissance maritime mondiale. On ne l'utilise pas.
C'est un pays qui a tous les atouts pour être une grande puissance et être un des leaders de l'Europe et unir l'Europe, on ne l'utilise pas. De Gaulle avait amorcé cette utilisation. Il savait. Il nous faudra un De Gaulle européen, ça sera ma conclusion. J'ai envie de commencer par remercier la Maison de l'Europe qui nous a, quand je dis Maison de l'Europe, c'est les organisateurs avec tous les collaborateurs, collaboratrices, parce que j'ai vu, déjà ça fait un petit moment qu'on le prépare, que vous le préparez, et c'est une réussite. Et donc, je remercie la Maison de l'Europe dans son ensemble de l'avoir organisée. Et maintenant, je remercie M. Védrine, qui a été d'une... je ne pense pas qu'on ait réussi à vous coincer les questions. Ça veut dire que vous maîtrisez vraiment le sujet. Ça ne nous étonne pas de par votre vécu et votre expérience. J'ai juste envie de dire à la Maison de l'Europe, ok, le thème de cette fois-ci, c'est la défense. Continuez dans ce sens pour nous éclairer ce que c'est que l'Europe, parce que vraiment, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, il y a des gens opposent l'Europe et la France. Et enfin, j'ai juste envie de remercier vous tous, le public qui est là. Et c'est pour cette raison que je vous invite à partager un petit pot d'amitié et pour clore cette journée, cette fin de journée. Merci.